Bonjour. Une vague blanche pour la Syrie. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, à l'initiative de la photographe Sarah Moon, appelait un rassemblement ce soir au Trocadéro à Paris, en solidarité au peuple syrien, avec des photos de personnalités brandissant un tissu blanc à la main sur lequel est inscrit le mot « Stop ». On écoute la photographe Sarah Moon au micro de Basile Bonne. Quand on voit ce qui se passe là-bas et les horreurs qu'on apprend tous les jours, on peut que réagir parce que se taire finalement, c'est quand même c'est cautionner quelque chose. Et quand je vois la mobilisation qu'on a eue, je me rends compte que tout le monde pensait comme moi. Je veux qu'elle continue à travers le monde tant qu'il y a les massacres. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le lancement de la vague blanche. Et j'espère que ça va se répandre partout, cette vague. Et sur le terrain, la mission des observateurs de l'ONU semble bien menacée par la poursuite des violences. En Norvège, deuxième journée du procès d'Anders Breivik. Dans un discours d'1h15, le tueur a affirmé être un ultranationaliste. Il dit avoir agi au nom des droits de l'homme pour sauver le peuple norvégien et être prêt à réitérer son acte. Florence Lamy. Même sourire arrogant aux lèvres et même salut à l'adresse du public. Au deuxième jour de son procès, Anders Breivik affiche la même attitude provocante que la veille. Sa déclaration est prête. Il a prévu de s'expliquer longuement sur ses actes. Quelques minutes à peine après son entrée dans le prétoire, on lui remet pourtant les menottes. L'audience est suspendue sur décision de la présidente. L'accusation, la défense et les avocats des parties civiles demandent la récusation d'un des 3 juges citoyens pour avoir réclamé sur un site internet la peine de mort pour Breivik au lendemain du massacre. Le fait que M. Underwood n'ait pas indiqué préalablement avoir fait ces déclarations fera douter de son impartialité. En conséquence, M. Underwood est démis de ses fonctions de juge citoyen et remplacé par Mme Wieselhoff. À la reprise de l'audience, Anders Breivik lit le texte de plusieurs pages qu'il a rédigé en prison. La Cour a décidé de ne pas en autoriser la diffusion à la télévision pour ne pas lui offrir une tribune ni provoquer davantage de souffrance. Assis face au juge, Breivik expose pendant plus d'1 heure sa vision du monde. Il se vante d'avoir mené l'attaque politique la plus spectaculaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Sans ciller, il affirme qu'il le ferait de nouveau et conclut sa déclaration en demandant à être acquitté. L'une des armes saisies dans l'Essonne, notamment chez l'homme mis en examen pour assassinat hier soir, est celle qui a servi aux 4 meurtres perpétrés dans ce département entre novembre et avril. Il s'agit d'un pistolet semi-automatique de calibre 7,65. L'homme n'a toujours pas reconnu les faits. La politique et la campagne, J-5 avant le premier tour. Nicolas Sarkozy est à Morlaix dans le Finistère, visite d'un site de construction navale, puis meeting dans la foulée. À des journalistes qui lui demandaient s'il croyait encore à la victoire en raison des derniers sondages, le président candidat a répondu se réjouir des surprises que réserve, selon lui, l'élection. François Hollande est lui en meeting sur les terres de Martine Aubry à Lille. Pour la première fois, un dirigeant européen, le Premier ministre belge, Elio Di Rupo, est présent. Le candidat socialiste n'a pas écarté aujourd'hui l'idée d'une forte taxation des produits de luxe et il a évoqué un éventuel coup de pouce au SMIC. Et puis au lendemain du soutien affiché par l'ancien haut-commissaire du gouvernement Fillon, Martin Hirsch, c'est au tour de Corinne Lepage, ancienne ministre de Jacques Chirac, d'appeler à voter pour François Hollande. La présidente de CAP 21 dit espérer peser sur ses décisions à l'avenir. Et puis, on vient de l'apprendre, c'est une information du journal Libération. Fadela Amara, ex-secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, appelle elle aussi à voter François Hollande. Une élection présidentielle qui fait en tout cas travailler les imprimeurs. Il faut éditer les bulletins de vote, les professions de foi des candidats. Il y a ensuite la mise sous pli qui est effectuée par des fonctionnaires de l'État. Reportage dans le Nord de François Wasson et Fabien Imbert. Marine Le Pen et Eva Joly réunis non pas au tribunal mais sur papier glacé. Quelques jours avant le premier tour, c'est l'effervescence dans cette entreprise de Noyelles-sous-Lens. Les professions de foi des 10 candidats doivent être envoyées avant demain. Et le cahier des charges est très réglementé. Chaque heure, Karima extrait une enveloppe des chaînes d'assemblage. On contrôle la
l'adressage, si elle est nette, le produit fini du pli, c'est-à-dire les soudures, les références documents, l'ordre des documents, si dans un pli il y a bien tous les documents. Et si un des documents manque à l'appel, c'est toute la machine qui doit être arrêtée pour contrôle. L'enjeu est donc de taille et la tâche est immense car ici on traite 40 millions de bulletins de vote et 20 millions de professions de foi, rien que pour le département du Nord. Ça représente 1 800 000 électeurs, ça représente à peu près 200 tonnes de papier qui arrivent dans nos ateliers, 300 palettes, et donc effectivement 200 personnes qui sont mobilisées jour et nuit, on fonctionne en 3-8, jour et nuit pendant les 10 jours à peu près de préparation de cette mise sous film. L'opération sera répétée entre les 2 tours de la présidentielle avec cette fois les professions de foi des 2 derniers challengers. Coût total pour le Nord, 700 000 € à la charge de l'État. Cette initiative pour le moins surprenante, au Brésil, environ 20 000 jeunes vont être munis d'une puce. Le but, réduire le taux d'absentéisme dans les classes de 25 écoles au nord-est du pays. Les parents pourront les suivre à distance via leur smartphone. Camille Collin. Une alerte SMS envoyée par l'école. Et si Dylan est rassuré, son fils est bien arrivé. C'est merveilleux pour les parents. Savoir que votre enfant est bien allé à l'école, c'est un certain confort. À Vitória da Conquista, les autorités locales ont franchi le pas de la géolocalisation. De 4 à 14 ans, 20 000 élèves sont concernés sur un peu moins de 300 000 habitants. Logés sous les écussons de leur uniforme, une petite puce électronique permet de les suivre à la trace. C'est notre façon de lutter contre l'absentéisme à l'école. Dans notre pays, nous disons que seuls les enfants qui ne vont pas à l'école ne veulent pas y aller. Impossible donc de sécher sans passer inaperçu. Placés sur le portail, des capteurs préviennent directement les parents de l'heure exacte de passage. Une mesure inégalement accueillie par les élèves. C'est bien, ça arrêtera sûrement les filles et les garçons qui font l'école buissonnière. Regardez-moi, j'ai rien fait de mal. Pour ces uniformes dits intelligents, la localité a dépensé plus de 700 000 $ et compte bien, d'ici l'année prochaine, en fabriquer 2 fois plus. Une image des préparatifs des Jeux Olympiques de Londres à 100 jours précisément de leur lancement. Le comité organisait un défilé cet après-midi dans la capitale britannique. L'occasion donc de rappeler que les Jeux approchent. 250 gardes ont formé le chiffre 100 au sol. Tout de suite sur LCI, c'est la météo. Louis Baudin, puis le quotidien et l'invité de l'économie. Emmanuel Kessler reçoit Thierry Breton, PDG du groupe Atos. Bonne soirée.